Bonjour tout le monde, bienvenue sur le cours sur les impôts. Donc, comme vous le voyez, et ça va constamment être comme ça, je vais vous écrire la page sur laquelle je commence et ensuite on les défile tout simplement dans l'ordre chronologique du cahier. Par contre, si on change de page, alors là, il va être écrit soit dans le coin, bref, je vais vous le dire durant la présentation. Donc, le but de ça, c'est que vous soyez le plus autonome possible pour faire votre cours. Euh, Quand ça va être fait, ça va être très simple. La diapositive va présenter en fait la page du cahier. Moi, je vais déjà avoir surligné, un peu comme quand je fais en classe. Je vais en discuter. Toi, si ça va trop vite, ben, tu fais pause. Tu surlignes tes trucs, ensuite tu continues. Ou sinon, ben, tu es capable de suivre et tu surlignes en écoutant. Le but, c'est qu'à la fin de l'année en finance, tu vas avoir des questions à répondre en lien avec la matière et ton Excel, super important ton Excel. Et tout ça mis ensemble, vous allez faire finalement un bilan de votre vie de 17 à 30 ans avec toutes les informations qu'on a apprises en finance cette année. Donc, les impôts, aujourd'hui, ça commence. Donc, il faut comprendre que les impôts, c'est tout le monde qui en paye, hein. Donc, que ce soit les individus et les entreprises. Donc, lorsque vous recevez de l'argent au Canada et au Québec, vous devez payer de l'impôt. Donc, c'est l'État, en fait, qui va aller chercher vers ce qu'on appelle un contribuable, parce qu'il contribue à la société, donc un contribuable, pour soutenir, comme qui est écrit dans le cahier, les dépenses de l'État. C'est-à-dire que tout ce qui est ton école, l'hôpital qui est gratuit, en fait, tout ce qui est gratuit au fait autour de toi, les routes et autres, en fait, c'est offert par les impôts de l'ensemble de la population. L'impôt au Canada est prélevé sur deux paliers, au fédéral pour le Canada et au provincial pour le Québec. Et ce, pour toutes les provinces au Canada. Pourquoi tu payes des impôts? Comme je l'ai dit au départ, c'est très simple, c'est tout simplement pour avoir un service à la communauté. Donc, nous, ici, on est imposé, on va le voir un petit peu plus tard, autour à peu près de 15%. Donc, on retire 15% en moyenne, évidemment, du salaire des gens. Et donc, ce 15%-là va permettre d'avoir les écoles gratuites, les routes gratuites. Et donc, tout ça, en fait, le service à la population est prélevé par la majorité des gens. C'est aussi un moyen, ceci est écrit en bas, là, juste ici, un moyen de redistribuer la richesse. On le vu avec le coefficient de Gini, hein, le but, là, c'est d'être le plus égaux possible dans une société, qu'une personne pauvre puisse s'en sortir, tandis qu'une personne riche puisse aider la personne pauvre. Et le système des impôts, c'est la meilleure des solutions que nous avons pour faire ça. Ça permet en fait à la personne riche d'être plus imposée, on va le voir. Nous, au Canada, on a un système d'imposition qui est en tranche. Donc, ça veut dire qu'on ne paye pas le même nombre d'impôts en fonction de ton salaire. Et donc, la personne riche va subvenir aux besoins de la personne pauvre. Mais c'est pour ça aussi que vous entendez souvent euh, des gens qui font beaucoup plus d'argent être très fâchés de ça et peut-être même déménager d'un autre pays parce que ils ne veulent pas payer pour les autres parce qu'ils considèrent que c'est leur argent, c'est eux qui l'ont fait et donc ils ne devraient pas la partager. Donc ça, c'est des valeurs, hein, c'est des idées. C'est pas à nous d'en juger, hein, donc tout le monde a le droit d'avoir des valeurs économiques différentes. La seule différence, c'est que nous, ici au Canada, on a décidé de partager la richesse au lieu de la concentrer comme aux États-Unis dans des personnes qui sont extrêmement riches. Et donc, vous l'avez ici tout à droite, le Québec, c'est 6,6 millions de contribuables en 2017, alors que 2,4 millions n'ont pas eu d'impôts à payer. Donc, c'est pas tant que ça qui payent des impôts. Et au total, on a donné 156 milliards de dollars. Donc, ce 156 milliards-là, il y a plusieurs personnes qui vont dire qu'il est mal géré. Et donc là, je vous dirais, si vous considérez qu'il est mal géré l'argent, donc au niveau des routes, des écoles et autres, présentez-vous en politique et faites changer les choses, parce que c'est ça le travail d'un politicien, finalement. Ensuite, ici, on voit justement c'est quoi qu'on contribue. Très simple, vous avez le contribuable qui est vous, qui est le travailleur, qui est en haut. Et donc, le contribuable va recevoir des programmes de différents paliers. Donc, des crédits d'impôt, des régimes d'assurance parentale, des assurances maladie, des allocations familiales, des aides financières aux études.
toi, bientôt, tu vas avoir besoin de ça. Donc, le gouvernement va te donner de l'argent. Par contre, toi, tu vas payer le gouvernement québécois pour qu'il t'offre comme service l'éducation gratuite, ton école, les CPE à un faible coût, le réseau de la santé, les transports et infrastructures, la sécurité publique et la justice. Parce que quand tu vas en cours de justice, tu ne payes pas le juge, entre autres. Au Canada, c'est la même chose. Le Canada t'offre des trucs, donc assurance emploi, allocation canadienne pour les enfants, pension vieillesse. Hein. Quand tu es une personne âgée, oui, tu as ton REER, mais tu as aussi la pension vieillesse canadienne, qui est payée par les impôts de tout le monde. En revanche, le Canada t'offre comme service après que tu aies payé le transport et infrastructure, la justice, la poste, les services frontaliers, l'immigration et le passeport. Tout ça, en fait, c'est grosso modo les dépenses faites par l'argent des impôts de l'État québécois et canadien. Donc ici, vous avez les trois revenus du Québec pour... en fait, je recommence, c'est les trois ressources et sources de revenus du Québec. La première, c'est la fiscalité, c'est les fameux impôts. Donc, les gens reprennent de l'argent sur votre paye, donc l'impôt, et aussi sinon les taxes à la consommation. Quand tu vas à l'épicerie, ça coûte 15% plus cher. Ensuite, vous avez les revenus des sociétés d'État. Donc là, ici, on prend les sociétés gérées par le gouvernement, Hydro-Québec, Société des alcools du Québec, donc la SAC, et l'Auto-Québec, qui, même chose, quand tu vas acheter là-bas, ils vont te donner, en fait, tu vas donner de l'argent au gouvernement. Et ensuite, les tarifs payés par les utilisateurs, services de garde, immatriculation, permis de conduire. Si tu remarques bien, je t'invite à faire une bonne réflexion. L'État du Québec a bien choisi, en fait, ses sociétés d'État. On peut même rajouter, pour récemment, la SQDC. Donc, pour tout ce qui est en lien avec le cannabis. Si tu regardes, en fait, les sociétés du Québec contrôlent les addictions, en fait, et contrôlent les dangers de la société. Je vous explique. La Société des alcools du Québec, donc la SAC, vend de l'alcool. Et donc, c'est évidemment quelque chose que plusieurs personnes ont des difficultés à gérer, donc ont un problème d'alcoolisme, donc ils vont dépenser. Ça fait en sorte en fait que le gouvernement du Québec peut prévaloir de l'argent de eux qui ont un problème, donc ça c'est un peu négatif. Cependant, l'argent géré par les alcooliques, donc qui vont dépenser l'argent à la Société d'alcool, va être réinvesti dans le réseau de la santé pour soigner cette même maladie-là. Même chose aussi pour l'Auto-Québec. L'Auto-Québec reçoit de l'argent lorsque tu achètes de la loterie, mais elle investit dans la prévention par la loterie. Le but, c'est qu'on ne laisse pas ça à des compagnies privées, parce qu'imaginez si la Société d'alcool du Québec serait gérée par une compagnie privée. Donc, elle crée des gros problèmes sociétals, que ce soit justement l'alcoolisme, les abus et autres. Et ensuite, lorsqu'il y a un problème, il se retrouverait dans notre réseau de la santé sans qu'on ait reçu de l'argent de la part de cette personne-là. Et donc là, tout est à peu près autogéré. Et donc, on gère les addictions et les problèmes qui peuvent se venir dans la société. Donc, Société des alcools, l'Auto-Québec, SQDC et Hydro-Québec, c'est simple en fait, c'est que l'électricité, c'est une chose auquel on a besoin maintenant. Donc, ce n'est plus un luxe dont tout le monde a de l'électricité ou presque. Ouais. Et donc, le Québec prend de l'argent et peut maintenant ensuite réinvestir ça dans les infrastructures pour l'électricité elle-même pour qu'on ait le moins d'interruptions possible. Évidemment, je vous invite à revoir les cours de secondaire 4 là, qui parlaient de privatisation. Avant, c'était privé, l'électricité, et on l'a nationalisé pour qu'on puisse contrôler notre, notre dose d'électricité et en plus faire de l'argent avec. Et ici, vous avez tout simplement les revenus qui sont en bleu et vous avez les dépenses qui sont en gris. Donc, si on voit les revenus premiers, et là, vous allez voir mon chat apparaître. Les revenus premiers sont les impôts à 31,2. Et ensuite, l'autre revenu, c'est les transferts fédéraux. Là, donc, les provinces reçoivent de l'argent du Canada. De l'autre côté, la chose qui coûte le plus cher, c'est la santé et les services sociaux.
Ça, c'est une des choses qui coûtent le plus cher. Et sinon, on va aller avec l'éducation et la culture. Donc, c'est pour ça que c'est les deux paliers qui sont les plus problématiques au gouvernement, parce que plusieurs gouvernements voient ça comme une dépense et non un investissement. Tandis que si j'investis dans une compagnie, mettons Nordvolt par exemple, il y a un risque que ça soit rentable. Par contre, si j'investis dans le domaine de la santé, certains politiciens vont penser que ce n'est pas rentable, ce n'est qu'une perte d'argent. Donc, on est là ici. Maintenant, si on retourne à la base, les impôts, comment on le fait? Mais en fait, il faut que tu déclares tes impôts, il faut que tu déclares tes revenus. Donc, tu vas voir un comptable, tu le fais sur un site quelconque, il y en a plusieurs sur Internet, tu payes ou sinon une licence et tu remplis les documents. Que tu sois un individu ou une entreprise, tu vas dire combien tu as fait de revenus. La date limite, c'est le 30 avril. Au-delà de ça, il y a des pénalités qui vont être données. Donc, c'est un exercice qui est obligatoire pour toutes les personnes qui correspondent aux critères établis par les deux paliers de gouvernement. Et donc, si tu le fais pas, parce que vous le voyez, c'est très autonome, si tu le fais pas ta déclaration de revenus, on pourrait croire que tu pourrais pas te faire prendre. Mais on va voir en fait que, évidemment, le gouvernement a tout prévu. Il y a des choses qui empêchent les gens de faire de la corruption. Mais tout est possible. Ça existe encore aujourd'hui, un peu de corruption. Donc, si on retourne au cahier, les salariés versent des... en fait, quand tu reçois ton salaire, l'impôt est déjà retiré de ton salaire. Donc, c'est directement retenu à la source, soit des prévôts directement sur la paie. C'est-à-dire que quand tu reçois ta paie, elle n'est pas au prix que tu pouvais calculer avec une calculatrice, parce qu'on a retiré un taux d'imposition. Le montant prélevé ne couvre pas la totalité de la somme pour la plupart des cas. Et des fois, il va falloir que tu redonnes un peu plus d'argent. Et l'inverse, des fois, on va en prélever trop d'argent et là, tu vas recevoir de l'argent par le gouvernement du Canada. Donc, qui n'a pas payé assez d'impôts en retenue à la source devra verser un solde, donc tu vas devoir payer plus d'impôts. Et ceux qui ont trop payé recevront un remboursement. Et donc, la déclaration de revenus permet également d'établir l'éligibilité à certains programmes d'aide gouvernementale donnant droit à des prestations ou à des cartes de crédit. Ou à des crédits d'impôt. Crédit TPS, crédit d'impôt sur la solidarité, crédit d'impôt soutien aux aînés. Et donc, en fait, tu vas avoir de l'aide dans la vie. Donc, exemple, toi, là, tu vas vouloir peut-être l'aide financière aux études. Mais si tu ne fais pas tes impôts, tu ne pourras pas faire l'aide financière aux études. Donc, c'est là que vient la difficulté. C'est-à-dire que oui, tu peux contourner les impôts, mais si tu fais ça, en fait, tu n'as plus accès à aucune aide gouvernementale. Et là, on commence avec la base. L'aide gouvernementale monétaire. Vous allez voir que plus tard, il y a aussi de l'aide physique qui va être refusée parce on ne te voit pas travailler, en fait. L'impôt, ça permet de dire au gouvernement, je travaille et voici mon salaire. Donc, si on regarde les statistiques, 36% des déclarations avaient un solde à payer. Donc, les gens au Québec, il y en a 36% qui ont payé, 54% qui ont reçu de l'argent et 10% qui avaient un solde égal à zéro. Ça veut donc dire que si tu ne déclares pas tes impôts, donc tu ne fais pas ta déclaration, on t'a quand même déjà prélevé de l'argent sur tes impôts, sur ton salaire. Là. Ça, c'est obligatoire. Là. Je veux dire, quand tu travailles, on ne te le demande pas à chaque fois. Là. Tu revois ta paye, ils t'ont déjà retiré des choses. Et donc, si tu ne le fais pas, tu pourrais faire partie des 54 personnes qui auraient droit à un remboursement, mais vu que tu n'as pas fait ta déclaration d'impôt, bien, tu n'y as pas le droit. Et donc, comment on calcule les impôts? Donc, l'impôt au Québec est progressif. Donc, c'est-à-dire que le taux d'imposition augmente avec le revenu imposable. On entend par revenu imposable la partie du revenu sur laquelle les contribuables doivent payer de l'impôt. Et là, je sais que pour certains, en ce moment, ça commence déjà à être un peu plus complexe. Vous allez voir, je vais même aussi vous montrer une vidéo qui va bien expliquer c'est quoi, comment fonctionnent en fait les impôts. Donc, le revenu imposable, la partie du revenu sur laquelle les contribuables doivent payer de l'impôt, c'est ça, ton revenu imposable. Ensuite, c'est ça, en fait, l'intérêt d'une telle mesure,
permet aux personnes ayant le plus faible revenu de contribuer au financement de l'État selon leurs moyens, tout en arrivant à subvenir à leurs besoins de base. C'est-à-dire qu'on veut que la personne riche paye plus, on veut que la personne pauvre paye le moins possible pour le même service. Et donc ici, vous avez des exemples de revenus imposables et de revenus non imposables. Revenus d'emploi, RE, REER, prestations d'emploi, gains sur investissement, etc. Par contre, tout ce qui est non imposable, on parle ici de prêts et bourses, de bourses de moins de 500 $ seulement fédérales, l'héritage, etc. Donc, chacune des tranches est associée à un taux d'imposition fixe. Dans les deux cas, il faut distinguer le taux marginal et le taux effectif. Donc, vous allez voir que ça va être pas la même chose. Le taux marginal d'imposition est le taux payé pour les revenus compris dans une tranche spécifique. Le taux effectif, c'est le pourcentage réel d'impôt qui est payé sur le revenu. Et là, il y en a peut-être qui saignent du nez et des oreilles. Vous allez voir, tout va bien aller. Je suis assez sûr là-dessus. Pour l'instant, retenez seulement que chaque tranche correspond à un pourcentage différent en fonction de l'argent que tu fais. Si tu regardes ici, 15 012 $ montant de base non imposable, 0%. Si tu fais plus de 15 012 $ jusqu'à 43 055 $, c'est 15%. Supérieur à 43 055, ne dépassant pas 86 105,20, etc. Et donc, évidemment, ça change constamment, ou même très souvent. Donc, c'est là-dessus là, que les gouvernements vont dire, quand ils disent qu'ils veulent réduire les impôts, augmenter les impôts, en fait, ils vont venir changer le taux marginal d'imposition. Donc, en ce moment, mettons, Pierre Poilievre demande une réduction d'impôt de 15%. Donc, pour le commun des mortels, ils se disent « Ah, j'ai 15% de moins. » Mais non, c'est pas comme ça qu'il va fonctionner. En fait, il va enlever 15% du 15%. C'est un chiffre dérisoire, mais pour les gens qui savent qu'ils sont imposés à 15%, parce que c'est quelque chose de très connu, ah, je vais ne plus être imposé. Mais c'est une mauvaise connaissance du taux marginal d'imposition. Donc, dans la vie, le gouvernement a besoin de cet argent-là, vous l'avez vu, il ne peut pas enlever les impôts. Donc, quand on réduit l'impôt, c'est souvent mauvais signe, parce que ça veut dire qu'on aura moins d'argent pour les services. Hein. Donc, c'est pour ça que les conservateurs sont moins pour les services publics, parce qu'ils sont souvent plus pour les portefeuilles des gens, et ils pensent plus aux compagnies. Ici, vous avez la même chose pour le Canada, je ne referai pas l'exemple. Donc, ça veut dire que, si je prends l'exemple ici de Romy, qui a gagné 20 000 $ en 2018, au provincial, son impôt sera calculé ainsi. Tranche de 1. De 0 à 15 012, 0. Elle donne 0 $. Tranche 2, de 15 012 à 20 000, égale 4 988 fois 15%, donc elle va payer 748,20 $. Au fédéral, de 0 à 11 809, 0 $. Tranche numéro 2, de 11 809 à 20 000 $, elle va payer donc 15% de 8 191, ça représente 1228,65 à payer. Au total, elle va avoir payé 1976,85 $ d'impôt. Le taux effectif d'impôt payé par Romy, montant payé d'impôt payé par rapport au total de ses revenus, donc c'est quoi son taux effectif, est de 3,7% au provincial et de 6% au fédéral. Donc ce n'est pas 15%, c'est pas 15% deux fois, son taux effectif est de 3,7% d'un côté et 6% de l'autre. Donc, là ensuite, je vous présente une petite vidéo qui est déjà intégrée dans celle-ci, donc tu as juste à continuer, sur les impôts. Et ensuite, on retourne dans le cahier pour bien te montrer comment fonctionnent les impôts. On vous a offert un nouvel emploi ou une augmentation au travail et on vous a dit « Méfie-toi des taux d'imposition des tranches de revenus, tu vas faire moins d'argent. » Un peu mêlé, ne vous inquiétez pas. Que ce soit votre premier emploi d'étudiant à temps partiel, un nouvel emploi à temps plein ou simplement cette augmentation salariale qui vous inquiète, nous sommes là pour vous aider. On va vous montrer comment les taux d'imposition fonctionnent au Canada et nous rendrons les choses plus claires. Les taux d'imposition sont le pourcentage du revenu que vous versez aux gouvernements fédéral et provinciaux ou territoriaux lorsque vous faites vos impôts. Le régime fiscal du Canada utilise des taux d'imposition marginaux, ce qui signifie que vous payez plus d'impôts à mesure que votre revenu augmente.
Les taux d'imposition sont divisés selon la tranche de revenu et les impôts que vous payez sont basés sur la tranche de revenu où se situe votre revenu et l'endroit où vous vivez au Canada. Ne vous inquiétez pas. Pour vous aider à comprendre, nous allons vous montrer comment les taux d'imposition fédéraux en 2022 auraient pu toucher vos impôts. Voici les taux d'imposition en 2022. Les taux sont de 15 20,5 26 29 et 33 Supposons que vous êtes un étudiant qui a travaillé à temps partiel pendant l'hiver et le printemps et que vous avez gagné 10 000 $. Votre revenu serait dans la première tranche et votre taux d'imposition serait de 15 %. Mais que se passe-t-il si vous avez aussi travaillé à temps plein pendant l'été et que votre revenu à la fin de l'année a augmenté à 30 000 $? Même si vous avez fait plus d'argent, vous êtes toujours dans la tranche de 15 % parce que la limite est de 50 197 $. Voici ce qui se passe lorsque vous changez de tranche de revenu. Supposons que vous avez travaillé à temps plein toute l'année et que vous avez gagné 52 000 $. Attendez, mais votre revenu est passé au-dessus de 50 197 $. Êtes-vous dans une nouvelle tranche de revenu? Voici où nous devons clarifier les choses. Beaucoup de gens pensent qu'une fois que leur taux a augmenté, tout leur revenu imposable tombe dans ce taux plus élevé. Nous avons de bonnes nouvelles. C'est faux. La seule partie du revenu imposable que vous avez gagné qui se trouve dans la tranche suivante est imposée au taux le plus élevé. Donc, si vous avez gagné 52 000 $, seuls 1 803 $ seront imposés à 20,5 %. Les premiers 50 197 $ que vous avez gagnés seront toujours imposés à 15 % Cela s'applique aussi à toutes les tranches supérieures. Si vous obtenez une augmentation importante et que vous gagnez maintenant 105 000 $, seulement 4 608 $ de ce revenu seront imposés à 26 %. Les premiers 50 197 $ gagnés seront toujours imposés à 15 % et les 50 195 $ suivants seront imposés à 20,5 %. Que se passe-t-il si vous choisissez de vendre des actions d'une société que vos parents vous ont achetées il y a 20 ans et que votre revenu pour l'année grimpe à la dernière tranche? Les mêmes règles s'appliquent, mais tout revenu que vous avez gagné qui dépasse 221 708 $ sera imposé à 33 %, que ce soit 230 000 $, 1 million de dollars ou même plus. Et voilà, ce sont les principes de base qui s'appliquent au taux d'imposition au Canada. La dernière chose à savoir est que ces taux d'imposition peuvent changer chaque année. Et n'oubliez pas que les provinces et les territoires ont leur propre taux avec des tranches de revenus différentes. J'espère que les choses sont plus claires pour vous maintenant. Et oui, prenez cette augmentation de salaire, vous la méritez. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et allez à canada.ca pour en savoir plus sur les taux d'imposition. Donc, après les impôts, maintenant tu devrais savoir comment ça fonctionne avec les différentes tranches. Maintenant, on va avec la fraude fiscale. Donc, la fraude fiscale, aussi appelée évasion fiscale, c'est simple, c'est comment on contourne les lois de façon, en fait, délibérément, comme il est écrit ici. Donc, c'est pas une erreur. Tu le fais de mauvaise foi pour essayer d'échapper à l'obligation de payer tes taxes et tes impôts. 1. Je vous rappelle que c'est illégal de faire ça. Okay? Et donc, quelles sont les fraudes fiscales possibles? Vous les avez toutes ici. 1. Dissimuler ou amenuiser ses revenus ou son chiffre d'affaires pour éviter de payer de l'impôt. Exemple très simple. Je vais prendre souvent les exemples de la construction parce que c'est plutôt simple. Je travaille dans la construction, je suis électricien, mettons. Vous m'appelez pour avoir un travail, je viens chez toi. Je te dis, OK, c'est 8 000 $ pour réparer ton truc, mais c'est 5 000 $ si tu me payes cash. Et donc, ce que la personne fait si ça paye cash, c'est qu'il n'y a pas de preuve digitale de ce qu'elle doit et ce qu'elle a eu comme échange. Et donc, elle pourrait dire qu'elle a fait, mettons, un travail qui valait 2 000 $ et au final, elle a mis tout le reste de l'argent dans ses poches de façon dissimulée. Elle a amenuisé ses revenus. Ne pas payer ou percevoir les taxes sur un produit ou un service. Embaucher des travailleurs au noir ou travailler au noir. Donc, l'expression au noir signifie sans déclarer ses revenus. Ça vient du terme obscur, dark, si tu veux. Donc, en fait, c'est que tu vas travailler sans avoir de slip de paye, donc de source de déclaration de revenus. Tu
si tu veux, finalement, ton patron, il va te donner de l'argent cash. Et donc, ça fait en sorte que tu échappes au paiement de l'impôt et des autres retenues à la source. Réclamer frauduleusement un remboursement de taxes, une déduction fiscale ou un crédit d'impôt. Donc, tu appelles, tu demandes un crédit d'impôt pour quelque chose et tu le prends pour faire autre chose. Et pour finir, vendre ou acheter des produits sur le marché noir. Donc là, ça c'est ce moment, donc alcool, drogue, armes, tabac et autres. Donc, vous avez eu la bonne exemple ici, donc des différentes fraudes fiscales. Il y en existe une autre, qui est juste ici. Le paradis fiscaux constitue un abri pour les bénéfices tirés de l'évasion fiscale ou de l'évitement fiscal en les rendant difficilement détectables. Donc, ça permet encore plus d'éviter de te faire coincer. Vous allez voir, là, il y a une bonne vidéo qui explique comment on fait pour simplement déplacer de l'argent et comment les gens le font, en fait, pour pas se faire coincer ou le moins possible. Donc, les principaux paradis fiscaux, donc le top 1, 79,9 milliards de dollars, c'est les Barbades. Et ensuite, vous avez tous les autres pays, donc la Suisse, l'Irlande, Bermudes, Bahamas, îles Caïmans, Luxembourg, Hong Kong, Singapour, Chypre, îles Vierges britanniques, Panama et les autres pays. Donc ça, c'est l'argent du monde entier qui sont dans cet endroit-là. Et dans ces endroits-là, en fait. Et donc, on le sait. Sauf que on ne peut pas coincer la personne parce qu'on n'a pas accès, parce que ce n'est pas notre pays. On ne peut pas intervenir dans un pays qui n'est pas le nôtre. Ensuite ici, vous avez à peu près la même chose, sauf que ce qui est intéressant, c'est surtout ce qui est en bas. Là, vous avez des exemples de pays qu'on sait qu'ils utilisent des paradis fiscaux pour éviter des trucs, mais qu'on ne peut pas intervenir parce que, en fait, leur argent est ailleurs. Donc, vous avez plus connu BMW, Volkswagen, pour ceux qui connaissent cette HSBC, il y a Shell ici, beaucoup de compagnies de pétrole, BP Paribas et autres, même aussi des banques, hein? Donc Société Générale, c'est une banque. Donc, on est vraiment dans un système qui est connu, mais auquel on ne peut pas intervenir. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est l'opacité. L'opacité, c'est quoi? C'est la force du pays à retenir de l'information. Je te donne un exemple très simple. On prend le Pays-Bas et l'Irlande, et même le Delaware, donc les trois ici, sont les paradis fiscaux les moins sécuritaires pour la fraude. Je t'explique. Si moindrement une grande pression, on parle du FBI, Service secret canadien ou autre, veut intervenir, il risque fortement d'ouvrir et de ne plus être opaque, justement, et d'offrir à l'accès au compte. Par contre, si on prend plus de 75% d'opacité, là on prend les Émirats arabes unis, la Suisse, les Bermudes, les îles Caïmans, alors là, très peu de chances que même si les services secrets ou autres veulent intervenir là, ils ouvrent le compte. Donc dire que si tu as fait un très gros crime, tu vas aller dans ces endroits-là. Et si c'est juste du détournement de fonds pour sauver des taxes et des impôts, alors là, tu vas pouvoir aller dans des endroits un peu moins opaques. C'est illégal, mais vous allez voir en fait que c'est un problème parce qu'en fait, avec la délocalisation, le fait en fait qu'on travaille dans le monde entier, c'est très dur d'empêcher quelqu'un de faire ça. Et on avait la même carte précédemment. Donc, la fraude fiscale, elle est majoritairement aussi, comme je dis, dans la construction. En 2018, Revenu Québec estimait que la perte annuelle était de 1,5 milliard de dollars. Donc, juste, il nous manque en fait 1,5 milliard de dollars annuellement. Tous les ans, il nous manque 1,5 milliard et plus des fois en fonction des années. C'est quoi les conséquences de la fraude? Autre de dire que, hey, c'est pas bien. C'est quoi la conséquence? Donc, perte importante de revenus pour l'État. On l'a dit, hein, c'est le revenu principal de l'État. Et là, on leur retire cet argent-là. Donc, on prend le 1,5 milliard, on ne l'a plus. Il est dans les poches d'une personne à la place. Et donc, ça contribue à l'endettement de l'État, ça permet d'empêcher des investissements, ça détruit les services publics et les programmes sociaux. Ensuite, la charge fiscale est augmentée pour tout le monde. C'est-à-dire que si on avait le 1,5 milliard de plus, on aurait plus d'argent. Et donc, possiblement, et je dis bien possiblement,
on pourrait proposer une baisse d'impôts. Parce que si tout le monde paye de façon honnête, on a plus de personnes qui contribuent, donc on peut réduire la charge fiscale sur les gens. Et ensuite, concurrence déloyale entre les entreprises. Exemple que tu es une entreprise, toi qui payes tes impôts honnêtement, tu as donc moins d'argent, et toi, l'autre personne est une entreprise qui ne paye pas ses impôts, qui donc conserve l'argent chez elle, et en fait, vous n'avez pas le même revenu, parce que toi, tu en as donné, tandis que l'autre, il l'a conservé. Et donc, à contexte égal, donc dans le même pays ou autre, au même produit, la compagnie qui fait de la fraude va constamment aller plus vite. Donc, il y a un désavantage pour ceux qui respectent les lois. C'est comme ça que les grandes compagnies se sont faites. On va prendre Nike, Puma, et en fait, toutes les compagnies que vous connaissez, ils ont exploité des failles comme ça, que ce soit de l'exploitation de personnes, exploitation d'enfants, concurrence déloyale, fraude fiscale. Ils en ont tous fait. Maintenant, le problème, c'est qu'ils se sont rendus tellement riches, en fait, qu'ils peuvent payer leurs amendes, tout simplement. C'est simple. Les gens doivent payer leurs impôts, comme tout le monde, sans vouloir contourner. Quand on joue honnêtement, c'est beaucoup moins lourd pour tout le monde. En effet, en plus de s'exposer à des risques de sanctions, parce qu'évidemment, il y a des punitions pour ça, il y a on peut aller en prison, on va avoir des dettes ou autre. Toi, en tant que travailleur, si tu as travaillé au noir, donc si tu as été payé sous la table, tu n'es pas protégé par la CNESST. Donc, si tu te blesses, personne ne peut t'aider. Et si tu déclares que tu t'es blessé et que tu étais travailleur au noir, là, tu vas avoir des problèmes. Donc, c'est vraiment pas souhaitable pour personne que tu sois payé sous la table, même si on va souvent te dire que c'est très alléchant. On va te dire que tu vas pas payer d'impôts, que ça va être plus simple, que tu vas être mieux payé. Et officiellement, la réponse c'est oui, tu vas avoir plus d'argent sur le coup, mais globalement, tu vas avoir nuit à la société et nuit à toi-même et tu vas t'avoir mis à risque de un cas d'accident où est-ce que tu pourrais ne pas avoir d'aide du gouvernement et là, tu serais pas mieux en fait. C'est-à-dire que tu pourrais être blessé à vie sans avoir d'aide gouvernementale. Et on termine avec le sujet de blanc comme neige, donc comment blanchir de l'argent, comment les gens le font, et ça va aussi expliquer la fraude fiscale. Donc, je vous mets la dernière vidéo, et ensuite ça met fin au cours sur les impôts et sur la fraude fiscale. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée à tous, et on se revoit dans une prochaine capsule. Bye tout le monde. Selon la légende, le terme blanchiment d'argent aurait été inventé au temps d'Al Capone. Le fameux gangster de Chicago avait racheté en 1928 une chaîne de blanchisserie. Il aurait ainsi recyclé une partie de son argent mafieux en lui donnant une apparence honnête. En réalité, le terme, pour cette technique ancestrale, n'est apparu que dans les années 80. Tout argent gagné de manière criminelle, trafic de drogue ou d'armes, activités mafieuses, corruption et extorsion doit être lavé sous peine de se faire repérer par les autorités fiscales ou la police. Les blanchisseurs d'argent procèdent habituellement en 3 phases. La première est le placement. L'argent noir est souvent de l'argent liquide. Comme tout placement de liquide en grande quantité est repérable, l'argent est fractionné en parts de 10 000 $ maximum et distribué à des prête-noms. L'argent noir ne transite pas uniquement par des comptes bancaires, mais aussi par des casinos, les loteries et les paris sportifs, les métaux précieux ou des biens de luxe. La deuxième phase est le camouflage. Les sommes doivent changer de main plusieurs fois pour que leur origine ne soit plus repérable. Le camouflage est facilité par l'existence de paradis fiscaux qui ne sont pas très regardants sur l'origine des fonds déposés. Une méthode également répandue est le montage de sociétés écrans. Sous couvert d'une activité commerciale réelle, elles facturent des services factices et obtiennent des recettes propres et déclarables. La dernière phase est l'intégration dans l'économie réelle. L'argent sale bien blanchi est réinvesti dans l'immobilier haut de gamme, les placements financiers ou les œuvres d'art. L'argent sale n'est alors plus repérable. Il est difficile d'estimer la part de l'argent sale dans l'économie mondiale et cette part varie beaucoup selon les États. Cependant, le Fonds monétaire international estime que 2 à 5% du produit intérieur brut mondial est lié à l'argent sale.